On Je vous m'écoute. fais un tour d'horizon de la télévision AES tout de suite. Let's go. Ce que la télévision AES vous prépare, vous n'êtes pas prêt. Mais moi, je n'étais pas prêt quand j'ai découvert ce que j'ai vu. C'est du très haut de gamme, hein, je vous préviens. Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Bienvenue chers téléspectateurs, téléspectatrices. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe au sein de l'AES? Est-ce que vous êtes au courant? Ah, ah. Si vous n'êtes pas au courant, donc on est dit. Vous savez, il fut un temps, au sein de l'AES, les gars ne disent rien. Ils ne disent rien. Ils travaillent tranquillement. Pourquoi? Parce que ils savent que les paroles ne vaut rien sans les actions. Les paroles ne vaut rien sans les actions. Si tu es une personne, tu es déterminé, tu dis quelque chose, tu dois le faire. Il ne faut pas être content de dire les choses comme tu le veux, non. Dire c'est bon, mais il faut les réaliser. Ouais, c'est ce qui se passe actuellement au sein de l'AES. Parce que c'est le tonneau vide. Je dis bien, c'est le tonneau vide qui fait le bruit. Si vous bougez le tonneau vide, ça fait le bruit. Mais un tonneau qui contient quelque chose, ça ne peut pas dire. Donc, je vais vous montrer une vidéo. Vraiment, les gars ne dorment pas. Les gars ne dorment pas. Ça change radicalement avec tout ce que nous avons l'habitude de voir sur les télévisions africaines. C'est du jamais vu en Afrique francophone. Et pas seulement en termes de beauté ou d'infrastructure, ça c'est un autre débat. Mais je dis sur tous les plans, et là je pèse mes mots sans aller dans le fond. Je dis bien que ce que la télévision AES prépare, nos ennemis ne sont pas prêts à l'accepter. Et ce que je vous montre ici ne représente qu'une infime partie, à peine 5%. Cette télévision représente un outil stratégique puissant dans le contexte régional, qualifié d'outil de communication stratégique et même d'outil de guerre informationnelle. Elle vise à porter une voix souveraine, à contrer la désinformation et à reconquérir le narratif sahélien face aux influences extérieures. Cette télévision permet au peuple du Sahel de s'informer de manière fiable en promouvant la solidarité et la résilience contre les campagnes médiatiques hostiles. L'inauguration par les présidents Goïta, Traoré et Tchani a été un moment solennel et inspirant. Elle incarne l'élégance d'une intégration régionale naissante avec un bâtiment moderne arborant les couleurs et le logo de la Confédération AES. Mais est-ce que vous êtes prêts? En tout cas, Burkina Faso, un pays en guerre contre les terreaux. Le capitaine Ibrahim Traoré a inauguré ce chef-d'œuvre, l'hôpital Pala Abobo Dioulasso. C'est une infrastructure de près de 500 lits équipée aux standards internationaux avec des équipements ultramodernes, scanners, blocs opératoires, etc. C'est précisément une architecture verticale sur 42 000 mètres carrés, 90 salles de consultation et décrit comme l'un des plus grands centres hospitaliers de référence en Afrique selon des sources officielles. Il a été inauguré aujourd'hui par le président lui-même et cela prouve plusieurs choses dans le contexte burkinabé actuel. Le renforcement de la souveraineté sanitaire avec une déconcentration des soins spécialisés hors de Ouagadougou et une modernisation du système de santé. La coopération entre le Burkina Faso et la Chine est très active et s'étend même à plusieurs projets majeurs depuis le rétablissement des relations diplomatiques en 2018. Elle couvre divers secteurs comme la santé, l'énergie, l'agriculture, les infrastructures, la formation et même la culture. Cette inauguration démontre la détermination du gouvernement à poursuivre les projets de développement même en temps de crise
pour renforcer la souveraineté sanitaire et déconcentrer les services hors de Ouagadougou. Il continue à bâtir et à moderniser le pays malgré les défis sécuritaires. C'est à saluer, non? Ou bien? Lorsque le pouvoir du président Patrice Talon vacille et qu'il panique et décide de mener une campagne de sabotage et de désinformation contre Kémy Séba, vous détournez l'attention des critiques à son égard. Mais revenons aux faits. Tout a commencé par une crise diplomatique entre le Bénin et le Niger. Une crise qui aurait pu être évitée si le président Talon ne jouait pas au va-t-en-guerre, s'il avait compris que certains pays d'Afrique de l'Ouest ont choisi de s'attaquer à la France-Afrique et d'en découdre. Au lieu de rester en retrait, il a renforcé ses liens avec ceux qui ont décidé d'agresser le Niger et de plonger le Sahel dans le chaos. Comme le président Macron au sein de l'Union européenne, il a adopté une posture belliciste au sein de la CEDEAO après le coup d'État révolutionnaire au Niger. Il aurait fallu remettre en question les structures sociales inégalitaires. Il s'agit d'une guerre de décolonisation contre l'oligarchie française et l'impérialisme américain que mène Kémy Séba. Les impérialistes ont toujours dissimulé la vérité sous des propagandes mensongères, utilisant des noirs comme vous pour combattre d'autres noirs comme lui, parce qu'en vous coule le sang de traître de Blaise Compaoré. Dans cette lutte, ceux qui attaquent Kémy Séba ou Nathalie Yamb sont des nigauds, des psychopathes énergumènes, des erreurs informatiques 404 payés pour le faire. Ils défendent simplement leurs intérêts. Mais en les attaquant, vous faites comme ces imprudents qui veulent avaler une noix de coco, pensant qu'ils peuvent faire confiance à leur rectum. Les partisans du président Patrice Talon sont minoritaires. Le Bénin n'appartient pas à une famille, encore moins à vos géniteurs. Tout Béninois, même opposant à ce régime, reste un Béninois et un enfant du pays. Une grande partie des Béninois s'oppose au président Talon, ne se reconnaît pas en lui et souhaite même son départ. Et si l'on respecte cette démocratie qui nous a été imposée, si le peuple détient le pouvoir d'élire ses dirigeants, le président Talon ne sera pas réélu en 2026. Attaquez-vous aux idées et non à la personne. Mais comme vous savez au fond de votre être que vous n'aurez pas grande chose à dire ni à proposer, étant donné que ce gouvernement Talon est soumis à l'impérialisme, au néocolonialisme français, eh bien, vous engagez une guerre numérique contre Kémy Séba. Mais une guerre que vous perdrez car vous allez nager dans des océans troubles et agités. Et vous allez vous noyer parce que cette génération n'est plus dupe. Kémy Séba est venu, il a vécu, il a vu, il a vaincu, et il est reparti dévoilant votre plan. Et c'est ce qui vous dérange. La famille, c'est de l'infoguerre, de la manipulation qui est livrée contre tout panafricaniste, activiste, militant. Il veut faire croire que Kémy Séba est détesté au Bénin, au Niger, alors que la réalité est tout autre. Les gens sont fatigués du régime Talon. Si vous choisissez de fuir l'image de vous-même que reflète le miroir, on vous rappellera systématiquement qui vous êtes vraiment. Nous allons devoir exercer. Voici ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et ils vont sûrement censurer cette vidéo parce qu'ils ne supportent pas la vérité. Le 24 septembre 1853, sur ordre de Napoléon III, le contre-amiral Despointes prend officiellement possession de la Nouvelle-Calédonie. La France va massacrer les populations autochtones comme des animaux. Ils mèneront une conquête militaire par la violence, la spoliation et la barbarie, exterminant des villages entiers. Quiconque se dressait contre l'armée française était tué. Ils se croyaient supérieurs en tant que blancs et considéraient le peuple kanak comme un peuple sauvage à éduquer, à civiliser. Aucun référendum ne peut justifier ce hold-up territorial que la France a fait. Pour avoir revendiqué leur souveraineté, les Kanaks ont été décimés, humiliés et déshumanisés comme en Afrique. Le GIGN a brutalement exécuté Éloi Machoro le 12 janvier 1985 à l'âge de 38 ans simplement parce qu'ils revendiquaient leur indépendance. Le gouvernement français l'a toujours nié, mais l'assassinat d'Éloi Machoro était prémédité. Et quand ils l'ont éliminé, savez-vous ce que les colons ont fait? Ils ont applaudi le GIGN, félicitant l'armée française. Ils étaient heureux et fiers alors qu'ils ne sont même pas chez eux. Ces colons, surnommés les Caldoches, ont procédé à une vaste expropriation du peuple kanak de leurs terres, les reléguant aux terres les moins fertiles et les parquant dans certains territoires. La première grande révolte fut menée par le chef Ataï en 1878 et fut réprimée dans le sang. Une seconde grande révolte éclata en 1917 suite à de nouvelles dépossessions de terres et au refus des Kanaks de partir en guerre. Encore une fois, la répression fut féroce. La Nouvelle-Calédonie est une colonie de peuplement où l'administration française a tellement favorisé la colonisation européenne puis l'arrivée d'autres populations des îles que la population locale est devenue minoritaire. Ils ont marginalisé ce peuple.
Les Caldoches sont bien traités et riches, tandis que les Kanaks sont sous contrôle colonial et considérés comme des sous-hommes. Ils ont blanchi la population et européanisé ce territoire, faisant venir autant d'Européens que possible pour rendre les Kanaks minoritaires. Ce référendum est une arnaque. À l'heure actuelle, en 2024, ils éliminent les indépendantistes kanaks, décrètent l'état d'urgence pour procéder à une épuration ethnique. Ils veulent exterminer ce peuple. C'est l'avenir de tous les peuples qui se joue aujourd'hui, et pas seulement du peuple kanak. Le gouvernement français veut éliminer toute velléité indépendantiste dans les territoires d'outre-mer. Et se taire, c'est être complice. Plus de 3 millions d'Iraniens ont crié mort à l'Amérique plusieurs fois lors des funérailles du président Raisi. دست بالا بیار دست بالا بیار مرگ بر آمریکا با آخرین حرف ما در جوار مسجع شریف حضرت علی ابن موسی الرضا. Anthony Blinken affirmait que la mort de Raisi apporte un soulagement aux Iraniens. Ok, cependant, cela ne signifie pas qu'ils oublieront qui sont leurs ennemis jurés. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais l'élite américaine a causé tellement de tort aux autres peuples pour s'imposer que c'est elle-même créé des ennemis et des adversaires, même au sein de l'appareil de l'État. Même au sein de l'OTAN, certains pays n'oublient pas le passé. Par exemple, les Japonais n'oublieront jamais la bombe Little Boy lancée sur Hiroshima. Au sein même de l'Union européenne, c'est la même chose, le même scénario. En Afrique, en Asie et en Amérique, nombreux sont les pays qui n'ont pas condamné l'opération spéciale russe, ce qui en dit long. De même, quand on voit à quel point plusieurs pays sont déterminés à en finir avec le dollar et refusent de suivre la vision, la politique américaine, on comprend maintenant le pourquoi. Et quand je m'exprime ainsi, vous croyez peut-être que je suis le seul à penser que l'élite américaine a fait plus de mal que de bien. Vous le croyez parce que le monde s'est américanisé. Vive la démocratie, le monde unipolaire. Cependant, en détruisant vos valeurs, vos cultures, vos traditions, et en vous rendant esclave de ce système des valeurs occidentales, cette élite a provoqué un profond ressentiment à travers le monde. L'Iran fait ouvertement ce que beaucoup font en secret. C'est tout. Famille, SCI craint que Zelensky ait été piégé par les Russes à Kharkiv. Écoutez. En fait, on est bien sur l'estimation depuis le début de cette opération, de cette attaque dans le cadre d'une grande offensive sur l'ensemble du front, et dont pour l'objectif était d'attirer les forces ukrainiennes à Kharkiv pour protéger cette région. Maintenant que l'objectif a été atteint et que les offensives ont repris à l'Est, à Chassir en particulier, c'est que l'effet recherché a été obtenu. C'est-à-dire que les brigades ukrainiennes ont été déplacées, elles ont été au combat. Le temps qu'elles reviennent, pendant ce temps, les Russes, à 200 km au sud, peuvent avancer. Et pas n'importe laquelle, 82e, nous dit-on, brigade d'assaut, c'est une des meilleures expérimentées en Ukraine. C'est elle qui parvient justement à faire enliser ces Russes-là. Oui, parce que Kharkiv ne pouvait pas être abandonné, encore moins la région. Donc l'effet militaire recherché, moi personnellement j'avais évoqué quand même que c'était pas une opération majeure au sens prendre Kharkiv, mais que c'était bien l'objectif d'attirer les brigades d'une autre partie du front. D'attirer les meilleurs là-bas, ouais. Voilà. Alors je sais pas si c'était les meilleurs. C'est ce que nous dit Cliff Foss. Nous dit aujourd'hui, il y a la 82e qui est là et qui a réussi justement à rétablir ce rapport de force. C'est-à-dire que maintenant ils ont pris la ville de moitié. On disait que les Russes étaient à 60% d'occupation, les Ukrainiens à 40%, et là visiblement ils ont rectifié le tir. Oui, mais le résultat est là, parce que l'intérêt militaire de conquérir ces villages ou cette ville, parce que c'est 17 000 habitants au départ, hein, c'est une grande ville. Quand on voit les images, on voit que le combat ne doit pas être facile tous les jours. Hein. Maintenant, l'objectif réel, c'est attirer les brigades. Et le résultat, il est là, plus au sud. Alors par contre, on n'a pas beaucoup de témoignages sur les résultats effectivement obtenus par les Russes sur le terrain. Est-ce que l'affaiblissement du front est avéré, avec des conséquences graves pour l'armée ukrainienne? Ça, il est difficile de le dire pour l'instant. Ce que disait Thomas, c'est qu'effectivement, l'offensive continuait, mais on ne sait pas où sont les Russes aujourd'hui. Lucas Manger, c'est une stratégie russe. Il ne faut pas les prendre que pour des arriérés ne connaissant pas la guerre. Et puis voilà, Anne le disait, l'une des meilleures brigades pour défendre la deuxième ville du pays. Donc c'est logique. C'est un beaucoup réussi. Donc quand Sierski dit l'ennemi a eu beaucoup de pertes. Oui, bon d'accord, pour Moscou on sait que ça pèse pas lourd. Mais en tout cas, ils semblent avoir pour le moment réussi leur coup.
C'est-à-dire que Moscou assume ses pertes. C'est-à-dire que, bien sûr, peut-être qu'ils ont raison et que les Russes ont perdu beaucoup de monde, mais c'est un nombre de pertes assumées dès le départ pour la stratégie que vous expliquez à l'instant, c'est-à-dire essayer de détourner les meilleures unités autour de Kharkiv. Et la visite de Zelensky, si elle se confirme à Kharkiv, est aussi une conséquence de ça, c'est-à-dire attirer l'attention sur Kharkiv, même si les Russes n'avaient pas l'intention de prendre la ville, faire en sorte que ça devienne une sorte de point de fixation, à la fois pour l'armée ukrainienne qui a été obligée d'y envoyer des renforts, parce qu'elle ne pouvait pas laisser la deuxième ville du pays se faire prendre trop facilement, et puis attirer notre attention, la nôtre aussi, tout simplement, l'attention des médias internationaux sur Kharkiv, en se disant, oulala, la deuxième ville du pays est peut-être en train de tomber. Alors Thomas le racontait à l'instant, avec des bombardements incessants. Donc tout ça, c'est pas juste de la théorie, hein. C'est-à-dire qu'ils l'ont mis en pratique, ils avancent, ils bombardent, mais ils attirent à la fois les soldats et l'attention, et pendant ce temps-là, ils peuvent avancer dans le Donbass, tout en assumant, comme on ne connaît pas le nombre de soldats russes qui sont tués, mais on sait que l'armée russe a de la réserve et qu'elle est prête à perdre beaucoup d'hommes pour perdre